En 1984, un individu pénètre dans un restaurant McDonald's du sud de San Diego et tire sur tous ceux qui s'y trouvent. Parmi les victimes, de nombreux enfants. Cette tuerie, longtemps considérée comme la plus meurtrière perpétrée par un seul tireur aux États-Unis, a profondément marqué le monde entier. La plus jeune victime n'avait que 8 mois. Le plus tragique dans cette histoire demeure qu'un simple coup de fil aurait peut-être tout évité. Je vous raconte aujourd'hui le drame du massacre du McDonald's de San Isidro en 1984. Le McDonald's situé au 522 Ouest San Isidro Boulevard représente un vrai point de rassemblement pour les habitants du quartier. Son aire de jeu attire particulièrement les enfants. Le restaurant ne désemplit jamais, surtout pendant l'été. Ce 18 juillet vers 15h30, de nombreuses personnes se trouvent attablées à l'intérieur comme à l'extérieur. L'ambiance est plutôt joviale. Les employés s'affairent sous la supervision de Neva Denise Kane, une manager de 22 ans. Elle vient tout juste de se marier et de rentrer de sa lune de miel. Alberto Leos, 16 ans, a hésité ce matin entre aller à la plage avec ses copains ou aller travailler. Il a finalement choisi d'agir en adulte et de se rendre au McDonald's. Du côté client, Maria Laeticia et Victor Rivera ont déjà pris leur quartier dans le restaurant. Ils accompagnent leurs 2 filles, Mireia et Mira, âgées de 4 ans et 1 an. C'est le restaurant préféré des fillettes. Tous les enfants ne sont pas accompagnés de leurs parents. David Flore Delgado, Omar Alonso Hernandez et Joshua Coleman, 3 garçons de 11 ans, viennent d'aller manger des donuts dans le magasin d'à côté. Ils enfourchent maintenant leur vélo pour aller s'acheter des boissons gazeuses au McDonald's. Keith Thomas, un adolescent de 12 ans, vient avec les parents d'un copain. Il rentre d'une virée camping de 5 jours au Mexique avec son ami Matao et les parents de ce dernier, Ronald et Blith Regan Herrera. Ils sont sur le trajet du retour. Une petite pause hamburger frites leur semble bienvenue. Il est presque 16 heures. Le temps est radieux. Le McDonald's est rempli de petits et de grands qui passent un agréable moment. Même ceux qui n'ont pas commandé à manger viennent s'amuser sur l'aire de jeu. Les rires des enfants et les sourires des parents témoignent du bonheur ambiant, ce qui ne semble pas être le cas d'un homme qui vit au 135 Avril Road, à moins de 200 mètres de là. Pour lui, c'est l'inverse complet. Il passe une très mauvaise journée. Il quitte l'appartement numéro 9 du complexe Avila Villa, où il vit avec sa femme et leurs 2 filles de 10 et 12 ans. En sortant, il croise l'aîné. Il lui dit au revoir, qu'il ne reviendra pas. Il prend le volant de sa Mercury marquis noir. Il descend le San Isidro Boulevard. Il se dirige d'abord vers un supermarché Big Bear, puis vers un bureau de poste. À 15h56, il décide finalement de s'engager sur le parking du McDonald's, situé juste à côté de chez lui. L'homme se gare et sort de sa voiture. Mais il n'en sort pas les mains vides. Il extrait un pistolet semi-automatique Browning HP 9 mm. Il prend aussi un Uzi 9 mm. Il saisit un fusil à pompe Winchester 1200 de calibre 12. Il porte également une boîte et un sac en tissu rempli de centaines de munitions pour chaque arme. À ce moment-là, 45 personnes se trouvent dans le restaurant. Sans le savoir, elles sont déjà les futures victimes d'une tragédie qui va durer 77 minutes. Cette tuerie va marquer les États-Unis au fer rouge. Dans les 5 minutes qui suivent l'arrivée de l'individu armé, Marisela Félix arrive également au McDonald's avec son mari Astolfo et leur fille de 4 mois, Carlita Maria. Astolfo se gare près du bureau de poste situé juste à côté. Il remarque que certaines vitres du restaurant sont abîmées. Étant réparateur de métier, il pense que c'est dû à un accident. L'homme qui se tient non loin de là est sûrement là pour s'occuper des réparations, pense-t-il. La famille poursuit sa route. Vous l'avez compris, à ce moment-là, l'individu armé a en fait déjà commencé à tirer. Les impacts aperçus sur les vitres par Astolfo n'ont rien d'accidentel. En restant accroupie, Marisela tente de rejoindre son époux. Quand elle parvient enfin à le rejoindre, leur fille n'est pas avec lui.
Il l'a confiée à quelqu'un sans pouvoir lui dire à qui. Après ce nouveau choc, la jeune mère de 23 ans perd connaissance. Le tireur, de son côté, prend tous les clients pour cible sans aucun discernement. Il vise même les nombreux enfants qui se trouvent à l'intérieur du restaurant. Parmi eux, David, Omar et Joshua, les 3 garçons de 11 ans qui arrivent en vélo sur le parking à ce moment-là. Dans les minutes qui suivent, Omar appelle sa mère, convulse, puis se met à vomir. David, quant à lui, a en réalité été touché également à la tête. Il ne bouge plus du tout depuis qu'on leur a tiré dessus. Joshua réalise que ses amis ont peu de chances de s'en sortir. Il décide donc de faire le mort pour ne pas attirer l'attention de l'homme armé sur lui. Ce dernier continue de mitrailler les voitures aux alentours. L'individu remarque ensuite un couple de personnes âgées qui se dirigent vers l'entrée du restaurant. Miguel Victor Ulloa est en train d'ouvrir la porte à son épouse, Aida Velázquez Victoria. Le tireur ouvre le feu sur eux. Il touche la femme de 69 ans à la tête, la tuant sur le coup. Il blesse l'homme de 74 ans. Miguel se précipite vers le corps de son épouse. Sous le choc, Miguel berce Aida en essayant d'essuyer le sang qui macule son visage. Il maudit le tireur. Ce dernier s'approche de la porte. Il l'insulte en retour. Il lui tire froidement une balle dans la tête. À l'intérieur du restaurant, c'est la panique totale. Certains adultes tentent tant bien que mal de protéger leur famille ou ceux qui les accompagnent. Maria parvient rapidement à retrouver sa fille aînée. Elle retourne avec elle près de la plus jeune. Elle se cache avec ses 2 enfants sous une table. Au même moment, Keith, Matao et ses parents, assis à l'arrière du restaurant près de l'aire de jeu, sont également pris pour cible. L'adolescent de 12 ans n'en a pas encore conscience, mais s'il n'a été touché qu'au niveau des bras, c'est parce que Ronald, le père de son ami Matao, l'a protégé en grande partie des projectiles. Il a utilisé son propre corps comme bouclier. Il lui répète de ne pas bouger. Ce jour-là, l'homme prend 7 balles pour sauver la vie de Keith. Très rapidement après les premiers coups de feu, un appel est passé au 911. Les officiers de police sur le terrain sont immédiatement prévenus par radio. Le problème, c'est que tout ne se passe pas comme prévu. Le réel nombre de minutes que cette erreur a fait perdre aux autorités varie selon les personnes interrogées. Certains affirment que la première voiture de police aurait mis près d'une dizaine de minutes à arriver sur place, après le premier signalement. Quoi qu'il en soit, quand Miguel Rosario rejoint le bon restaurant, le tireur se trouve déjà à l'intérieur depuis un moment. S'il ne parvient à l'apercevoir que pendant un très court instant, c'est assez pour lui permettre de réaliser que la puissance de feu de l'individu est bien supérieure à la sienne. Depuis l'intérieur du McDonald's, l'homme remarque également le policier. Il mitraille dans sa direction avec son Uzi, forçant l'officier à se mettre à couvert derrière un camion. Dans l'établissement, la peur paralyse tous les clients et les employés. Certains tentent tant bien que mal de prendre sur eux et d'appliquer les consignes données par l'homme armé. Ils espèrent qu'il les épargnera. Les adultes qui tentent de fuir sont immédiatement criblés de balles, comme Neva, la jeune mariée de 22 ans qui dirigeait l'équipe du McDonald's. Son corps a été littéralement projeté par les coups de feu. Au milieu des tirs qui claquent, des gens tentent désespérément de se cacher. Des parents font au mieux pour assurer leurs enfants, parfois blessés, qui crient. Les alarmes des friteuses et autres machines, que plus personne ne surveille, résonnent. Elles ajoutent à l'angoisse ambiante. À l'extérieur de l'établissement, la police, maintenant présente en masse, s'organise. Les officiers bloquent toute une zone de 6 pâtés de maisons autour du site de la fusillade. Un poste de commandement est établi à proximité. Bientôt, 175 membres des forces de l'ordre se trouvent sur les lieux. Mais malgré leur nombre, ils semblent avoir des difficultés à neutraliser le tireur. Ce dernier continue de faire feu. Les policiers rassemblés autour du restaurant sont dans l'impossibilité d'agir malgré leur nombre. Ce pour plusieurs raisons. Pour commencer, il leur est impossible de savoir ce qu'il se passe réellement dans le McDonald's.
La plupart des vitres sont à la fois teintées et criblées d'impacts de balles. Avoir une vue claire sur l'intérieur du restaurant est quasi impossible. En plus, le tireur ouvre régulièrement le feu sur les policiers avec 3 armes différentes. Ces derniers pensent donc avoir affaire non pas à un mais à plusieurs individus hostiles dans le restaurant. Les forces de l'ordre ne savent pas non plus s'il y a des otages. Si c'est le cas, où ils sont gardés et combien ils sont. Cela rend toute opération coup de poing impossible, beaucoup trop risquée. La cadence de tir de l'auteur de la fusillade ne faiblit pas. Il ne s'arrête que pour recharger. Il continue de mitrailler les policiers à l'extérieur. Il tire aussi sur les gens qu'il voit bouger dans le restaurant. Il vise même ceux qui sont déjà à terre. Quand il ne tire pas directement sur les murs de l'établissement, les ricochets des balles empêchent les personnes qui peuvent encore bouger de le faire. Beaucoup de blessés feignent la mort quand le tireur passe à côté d'eux. Ils espèrent qu'il y croit et qu'il ne les achève pas. C'est d'ailleurs ce qui sauve Maria et ses 2 filles. Elle parvient à les convaincre de faire semblant de dormir alors que toutes les 3 baignent dans une mare de sang. Une balle a effleuré la mère de famille au bras. Mireia, qui n'a que 4 ans, en a une logée dans la jambe. Quand le tueur s'approche et frappe la table, personne ne bouge. Il s'éloigne. Pendant une 30aine de minutes, Alberto ainsi que quelques collègues et clients réussissent à se cacher dans la zone privée réservée aux équipes du restaurant. Malheureusement, les femmes présentes ont du mal à garder leur calme. Les bruits étouffés de leurs sanglots finissent par attirer l'attention de l'auteur de la fusillade. Il ouvre le feu sur le petit groupe. Chacun prend alors la fuite pour trouver une autre cachette, tout en tentant d'éviter les balles. Sans surprise, tous n'y parviennent pas. Ce jour-là, Margarita perd la vie à seulement 18 ans en tentant de s'enfuir. 6 autres personnes, dont Wendy, parviennent à trouver refuge dans un placard après s'être retrouvées devant une issue de secours cadenassée. Alberto, de son côté, a été touché pas moins de 5 fois dans sa course. Il ne doit sa survie qu'au fait que le tireur soit arrivé miraculeusement à court de munitions au moment où il le prenait pour cible. Ce dernier a dû s'éloigner pour recharger son arme. L'adolescent de 16 ans profite alors de cet imprévu pour ramper hors de son champ de vision. Il rassemble ses dernières forces pour descendre les 25 marches, au bout desquelles il trouve le fameux placard dans lequel se sont entassés les autres rescapés. Après être entré dans le placard, Alberto perd connaissance. Quand il se réveille, il sait qu'il ne doit pas faire de bruit malgré l'immense douleur qu'il ressent. Cette douleur est décuplée par la position qu'il doit adopter, à cause du manque de place. Pour que l'homme armé ne l'entende pas, il mord un bout de tissu. Il utilise les lacets de ses chaussures pour se faire des garrots, histoire d'essayer de limiter la perte de sang au maximum. À l'extérieur, toujours intimement convaincu qu'il y a plusieurs tireurs, tout le monde attend avec anxiété l'arrivée du SWAT. Le seul groupe d'intervention en mesure de mettre un terme aux agissements des suspects. Seulement, comme vous le savez, des suspects, il n'y en a en fait qu'un seul. Quand on en apprend plus sur lui, et notamment sur les propos qu'il a tenus quelques jours avant la fusillade, ses agissements ne paraissent en réalité pas si étonnants. Le 15 juillet 1984, soit 3 jours avant les faits, James Oliver Huberty, 41 ans, confie à Etna, son épouse, qu'il pense être atteint de troubles psychologiques. Le 17 juillet dans la matinée, il téléphone au centre médical du quartier pour obtenir un rendez-vous. La personne qui décroche lui assure que la clinique le rappellera sous quelques heures. Durant la conversation, James parle calmement. Il refuse de décrire la nature exacte de son problème. Il explique qu'il n'a jamais été hospitalisé pour ça, ni même jamais été sous traitement tout court. Des raisons qui font que son interlocuteur décide que l'appel n'a aucun caractère urgent. En plus de ça, une erreur est commise durant la prise de ses coordonnées. Une faute d'orthographe est faite à son nom, qui est écrit Schuberti au lieu de Huberty. Un détail important qui rallonge encore le délai de traitement de sa demande.
Résultat des courses, James attend plusieurs heures à côté du téléphone, mais ce dernier ne sonne pas. Il finit par s'agacer et par faire une balade à moto dont il revient calmé 1 heure plus tard. Après ça, la soirée se déroule tout à fait normalement. Sortie à vélo au parc du coin avec les enfants. Plus tard, visionnage d'un film avec son épouse. Mais malgré cette apparente normalité, le lendemain matin, soit le jour des faits, l'ambiance change radicalement. Pendant une visite familiale au zoo de San Diego, James dit à Etna qu'il croit que sa vie est terminée. Il mentionne le fait que la clinique ne l'a pas rappelé la veille. Il ajoute « La société a eu sa chance ». Il n'évoque ensuite plus le sujet pendant le repas de midi qu'ils prennent dans un McDonald's du quartier Clermont. Une fois rentrés chez eux, les choses se gâtent irrévocablement. Alors qu'Etna se détend tranquillement allongée sur le lit dans la chambre parentale, James fait irruption. Il est vêtu d'un t-shirt rouge foncé et d'un pantalon camouflage vert. Il lui dit qu'il veut l'embrasser pour lui dire au revoir. Sa femme lui demande où il va. L'homme répond dans le plus grand des calmes qu'il part à la chasse aux humains. Il prend ses armes, des munitions, et sort de la maison. La suite, vous la connaissez. James s'est dirigé vers le McDonald's, situé juste à côté de chez lui. Il a ouvert le feu sur tous les gens présents sans exception. Le restaurant est si proche de chez les Huberti qu'on peut le voir depuis leur appartement. De ce fait, Zelia, qui a vu son père sortir avec une arme sur l'épaule, a assisté de loin au début de la fusillade qui a commencé sur le parking. La fillette de 12 ans était même copine avec certains des enfants qu'il a tués. Si l'on pourrait s'interroger sur les raisons pour lesquelles Etna ne l'a pas dénoncé à la police, avant que tout ça ne se produise, il semblerait qu'elle ait essayé sans toutefois réussir à aller jusqu'au bout de sa démarche. Le jour des faits, le National City Health Center a reçu un appel de la part d'une femme qui s'est présentée comme étant l'épouse d'un certain James Huberti. Elle leur a affirmé que son mari avait des armes et qu'il allait tuer des gens. On lui a bien évidemment répondu qu'il fallait qu'elle contacte les forces de l'ordre. Mais elle ne l'a jamais fait. James avait pressenti qu'il n'allait pas bien du tout psychologiquement. Il ne s'était pas trompé. Il a effectivement pété les plombs. D'ailleurs, pendant la fusillade, il tient des propos complètement incohérents. Il boit tranquillement des sodas. Il écoute du rock via une radio portative. Il jette même des frites sur l'une de ses victimes. Bref, dès qu'il a ouvert le feu, il n'y avait en réalité plus rien à faire pour lui. Mais le manque d'informations retient les policiers ainsi que l'équipe du SWAT qui les a rejoints. Jusqu'à ce que quelqu'un réussisse enfin à s'échapper du McDonald's. Le survivant leur confirme que le tireur est seul, qu'il a déjà tué nombre de gens sans aucun discernement, qu'en plus de ça, personne n'est vraiment retenu captif. Vers 17h, les forces de l'ordre reçoivent le feu vert. Elles sont autorisées à abattre l'auteur de la fusillade dès qu'elles en auront l'opportunité. Immédiatement, des tireurs d'élite du SWAT se dispersent un peu partout aux alentours. Parmi eux, Charles Foster qui grimpe avec son guetteur Barry Bennett sur le toit du bureau de poste situé juste en face du McDonald's. Dès 17h02, il a une vue plongeante sur le restaurant. Il commence à attendre que James entre dans son champ de vision, ce qui n'est pas immédiat. Comme je vous le disais plus tôt, les vitres sont teintées et apparemment faites de verre feuilleté. Un grand nombre d'entre elles ont donc été traversées par des balles sans pour autant se briser. Néanmoins, ça n'était pas le cas des doubles portes du McDonald's, visiblement constituées de verres de sécurité, vu que l'une d'elles est complètement détruite. Charles peut donc voir à travers. D'où il est, il aperçoit le bas du corps de James, qui semble recharger tranquillement l'une de ses armes, assis sur le comptoir du restaurant. La balle tirée par Charles sectionne l'aorte située juste sous le cœur de James et ressort par sa colonne vertébrale. Il est abattu à 17h17. Dans les minutes qui suivent, les autorités investissent le restaurant. Les survivants peuvent enfin être pris en charge et évacués. Malheureusement, comme la situation le laissait craindre, il y a de très nombreuses victimes. À l'extérieur de l'établissement, les policiers recouvrent les corps de David et Omar.
11 ans, qu'ils avaient sous les yeux depuis le départ. Des 3 amis venus ensemble au McDonald's ce jour-là, seul Joshua a survécu, malgré la gravité de ses blessures. Il s'est fait passer pour mort pendant plus d'1 heure en attendant que quelqu'un puisse lui venir en aide. Les secours ne pouvaient pas l'approcher sans risquer d'être à leur tour pris pour cible. À l'intérieur du restaurant, les autorités enchaînent les découvertes, toutes plus macabres les unes que les autres. Le 18 juillet 1984, James Huberty a pris la vie de 21 personnes, incluant une femme enceinte. Il en a blessé 19 autres. La plus jeune de ses victimes n'avait que 8 mois. Ce petit garçon nommé Carlos Reyes Jr. était avec sa mère, Jackie Reyes, âgée elle-même d'à peine 18 ans. Elle a trouvé la mort avec son fils alors qu'elle attendait son 2e enfant. La femme enceinte est décédée en protégeant des balles sa nièce de 11 ans, Aurora Pena, ce qui a permis à cette dernière de survivre au drame, tout comme sa meilleure amie, Imelda Pérez, qui, du haut de ses 15 ans, a été blessée en tentant de venir en aide à Claudia, sa petite sœur. Mais James ayant touché la fillette de 9 ans à 9 endroits différents, incluant la tête, elle est malheureusement morte quasi instantanément. Malgré toutes ces pertes tragiques, certains ont eu plus de chance ce jour-là. Marizella, Astolfo et leur fille Carlita s'en sont sortis tous les 3, même si, à cause de ses graves blessures, la mère de famille a perdu son œil gauche ainsi que l'usage de sa main du même côté. Maria et ses 2 filles, Mireia et Mira, s'en sont elles aussi tirées vivantes. Mais Victor, son époux, a tenté de raisonner James Huberty, qui, en guise de réponse, l'a criblé de 14 balles. L'homme de 25 ans a perdu la vie en faisant quelque chose d'héroïque, tout comme Ronald, qui a lui survécu aux blessures sérieuses qui lui ont été infligées quand il a protégé Keith, l'ami de son fils. Un fils qui a perdu la vie le jour de la fusillade, tout comme sa femme. Matao et Blight avaient 11 et 31 ans. Plusieurs employés du restaurant ont également pu être évacués, incluant Wendy et Alberto qui s'est lui aussi remis de ses graves blessures. Cette tragédie, surnommée Massacre du McDonald's de San Isidro, fait grand bruit à l'époque, notamment en raison du nombre important de victimes fait par un seul tireur, ce qui, au moment où ça s'est produit, fait de cette tuerie de masse la plus meurtrière du pays. Cela dit, elle n'a pas fait parler d'elle que pour ça, mais aussi en raison du conflit qui a opposé les victimes et leurs proches aux forces de l'ordre de San Diego. Il leur est reproché d'avoir commis beaucoup d'erreurs. Le principal problème, c'est que certains de ceux qui ont survécu au drame, et même des témoins oculaires qui étaient à l'extérieur, ne sont pas d'accord avec les déclarations qui ont été faites par les représentants des forces de l'ordre lorsque l'affaire a commencé à être médiatisée. Ils se montrent même plutôt critiques envers la façon dont les choses ont été gérées par les autorités ce jour-là. En effet, en premier lieu, les policiers se sont rendus au mauvais restaurant McDonald's, ce qui leur a fait perdre un temps précieux. Une fois sur place, il leur est reproché de n'avoir pas tenté d'abattre le tireur, laissant la fusillade s'étendre sur 77 longues minutes. L'opinion publique est choquée. Il y avait 175 officiers sur place qui n'ont tiré que 5 balles, alors que James, lui, était seul et a fait feu 257 fois. Les représentants de la police ont affirmé qu'il était quasi impossible de voir ce qu'il se passait dans le restaurant à cause de l'état des vitres, que personne ne pouvait être sûr que le tireur était seul. Pourtant, des témoins affirment que l'intérieur était visible. Toujours selon les forces de l'ordre, James aurait tiré sur la grande majorité des victimes durant les 10 premières minutes de la fusillade. En gros, elles ont sous-entendu que beaucoup de gens sont morts très rapidement et n'auraient de toute façon pas pu être sauvés. Seulement les survivants, eux, ne sont pas d'accord avec ça. Ronald Herrera a par exemple été touché près de 45 minutes après l'arrivée du tireur sur les lieux. De même, certaines personnes grièvement blessées au début auraient peut-être pu être stabilisées si on leur avait prodigué les premiers soins plus rapidement. En bref, les versions des uns et des autres se contredisent. Loin de moi l'idée de dire qui a raison et qui a tort. Au final, il est possible que des erreurs aient bien été commises par la police.
des erreurs qu'elle ne veut pas forcément admettre. Mais au vu des circonstances aussi exceptionnelles que délicates qui se sont imposées sur le moment, les officiers présents sur place ont probablement fait du mieux qu'ils pouvaient. Les héros qui rentrent tout seuls dans une tour truffée de types armés jusqu'aux dents et qui sauvent tout le monde, ça marche dans les films seulement, pas dans la vraie vie. J'ajouterai, par rapport à la différence de munitions tirées, que personnellement je ne trouve pas ça si choquant que ça. Le tireur n'avait aucun état d'âme à mitrailler à 360 degrés et à toucher aussi bien des flics que des femmes ou même des enfants. Alors qu'à l'inverse, il est évident que les policiers présents sur place, en tirant en direction du restaurant, surtout s'ils n'avaient effectivement pas un bon visuel sur l'intérieur du McDonald's, ils auraient pris le risque d'ôter la vie d'innocents. Bref, une situation très compliquée à gérer sans aucun doute. Un autre point qui fait grincer des dents, c'est le fait que James a tenté de demander de l'aide la veille du drame. À qui faut-il imputer la faute ? À la clinique qui l'a contacté et qui ne l'a pas rappelé à temps ? À son épouse qui n'a rien dit à la police alors qu'on lui avait dit qu'il fallait le faire ? Ou encore au National City Health Center qui n'a pas non plus fait de signalement ? Qu'en pensez-vous ? Croyez-vous que si James avait été rappelé, cette tragédie aurait pu être empêchée ? Il a un temps été question que le restaurant rouvre après les faits. Il a finalement été démoli. Un centre d'enseignement supérieur a été bâti à la place. Un mémorial a été érigé juste à côté. Suite aux conséquences dramatiques de cette sombre journée, le programme d'entraînement du SWAT a été largement revu puis amélioré. En parlant de force de police, sachez qu'après la tragédie, Alberto Leos a décidé de changer d'uniforme. Il a troqué celui d'équipier du McDonald's pour revêtir celui d'officier de police. Son but ? Sauver des vies après avoir vu tant de gens perdre la leur durant la fusillade sans rien pouvoir y faire. On peut dire qu'il a atteint son objectif. 10 ans plus tard, le 5 septembre 1994, il a héroïquement sorti un homme d'une voiture qui avait pris feu sur une autoroute. Il s'est mis lui-même en grand danger. Aujourd'hui, il fait toujours partie de la police. Il a atteint le rang de capitaine. Cette tragédie n'est pas sans rappeler d'autres fusillades qui ont marqué les États-Unis. Si cette histoire vous a marqué, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. L'homme est un loup pour l'homme. Il vaut bien souvent mieux se méfier de ses congénères plutôt que de monstres ou créatures imaginaires. Je vous dis au revoir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.